L'Afrique restera pauvre pour l'éternité à cause d'une raison très sombre. En Afrique, il y a des présidents qui sont plus âgés que leur propre pays. On assiste à un défilé de papilles qui refusent de quitter le pouvoir, même quand le peuple a faim. Ces dirigeants ne cherchent plus à savoir si le peuple a mangé ou si les enfants ont une école. Ce qui les intéresse, c'est de satisfaire ceux qui les ont mis là, même s'il faut appauvrir des millions de familles. Ce qui les intéresse, c'est de blinder leur compte à l'étranger, même s'il faut laisser les hôpitaux sans électricité. Ce qui les intéresse, c'est de protéger leur fauteuil, même s'il faut vendre l'avenir de toute une génération. Et pendant ce temps, le fruit de nos ressources naturelles est chargé dans des bateaux vers des pays qui ne sont même pas de notre continent. Et nos économies sont livrées à des gourous extérieurs qui pensent que l'Afrique c'est leur héritage familial. Et le plus grave, c'est que quand tu parles de son âge, on te met en prison. Quand tu critiques leur gouvernance, on te réduit en silence. Quand tu organises une marche pacifique pour réclamer tes droits, on te traite de criminel. Mais dites-moi, comment l'Afrique peut se développer si le gouverneur n'a pas l'intention de la développer? La vérité, c'est que nous, la jeunesse, nous avons aussi notre part de responsabilité. On passe notre temps à suivre des leaders qui ne sont que des marionnettes. Et celui qui suit une marionnette sans savoir qui tire les ficelles devient lui-même esclave. Pire encore, quand quelqu'un essaie de défier la domination, on le traite de traître. Alors que c'est lui qu'on doit applaudir. Mon Afrique ne décollera pas tant que nos ancêtres seront assis sur le trône. Et l'Afrique reste en arrière parce que nous faisons trop de mauvais choix en soutenant les mauvaises personnes. Il est temps que les dirigeants africains arrêtent de se faire corrompre par l'extérieur. Ce n'est pas Assimi Goïta qui l'état de l'Afrique. Ce sont ceux qui cherchent à le maîtriser et à le transformer en marionnette. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui maintient l'Afrique en arrière. Ce sont ceux qui essaient de piller les ressources de son pays coûte que coûte. Ce n'est pas Thomas Sankara qui a échoué. Ce sont ceux qui ont eu peur de la vérité qui l'ont assassiné. Ce n'est pas Nelson Mandela qui a manqué de vision. Ce sont ceux qui ont voulu éteindre la flamme de la liberté. Ce n'est pas Muammar Kadhafi qui éliminait dans l'ombre. Ce sont ceux qui l'ont éliminé parce qu'il a refusé d'être acheté. Répète après moi. L'or du Burkina n'appartient pas à l'Occident. Le manganèse du Gabon n'appartient pas aux puissances étrangères. Le diamant de la RDC n'appartient pas aux multinationales. Le précieux cacao de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux marchands de l'ombre. Toutes ces richesses appartiennent aux enfants de l'Afrique. Jeunesse africaine, réveillez-vous. Il est temps d'installer une nouvelle discipline. La discipline de la génération debout. Notre Afrique ne sera jamais riche si nous continuons à baisser la tête et à accepter les mauvais choix. Lèvons-nous comme un seul homme. Ne soyons plus spectateurs de notre propre pillage. L'Afrique ne se construira pas par la peur. Elle se construira par une jeunesse qui ose dire la vérité. Partage cette vidéo si toi aussi tu refuses de rester à genoux. Franchement, il dit, nous les Ivoiriens, on a quel problème? La Côte d'Ivoire, là, on a quel problème? Nos frères sont en train de se battre. Mali se bat, Niger se bat, Burkina se bat. Tout le monde est en train de se battre pour ce problème qu'on a toujours crié fort. Avant même que nous, on naisse là, nos parents ont commencé à se battre. Ils ont remporté des combats, ils nous ont laissé la suite. Nous, on doit continuer. Et pendant que nos frères ont engagé le combat, c'est nous les Ivoiriens, là, on va venir s'opposer à ce combat-là. Allez voir ce que le président de la République a décidé le mercredi dernier lors du Conseil national de sécurité. Allez voir ce qu'il a décidé. Votre président, allez voir ce qu'il a décidé. Il a donné instruction au Premier ministre d'appliquer toutes les manœuvres nécessaires pour mettre en pratique ce que la CEDEAO a décidé contre le Niger. Côte d'Ivoire, on a quel problème? Regardez, tout le monde dort, tout le monde est silencieux. Nos enfants sont préoccupés à regarder Miraculous Ladybug. Les garçons sont préoccupés à parier sur un Xbet. Les filles sont préoccupées à trémousser leurs fesses sur Internet. Tout le monde est en train de dormir. Nos chaînes de télévision sont prises d'assaut par le rire. Tu vas sur A+, ça rit. Tu vas sur NCI, ça rit. Tu vas sur La 3, ça rit. Tu vas sur la TV, ça rit. Tout le monde est en train de rire. Les comédiens ont pris d'assaut le pays. On rit seulement. On est dedans, on rit. On nous parle de panafricanisme là. On dort. Pendant que les gens sont réveillés en train de se battre. Or, notre hymne national nous dit que le pays nous appelle. Mais pour avoir payé la terre continent d'abord, on n'est pas engagé. Avec tous ces chroniqueurs qui sont dans le pays, les gens comme les observateurs, ils sont là. Les artistes, les Baby Philippe et autres là, ils sont là. Marcoso, ils sont là. C'est des gens, la moindre publication qu'ils font là, c'est des milliers de personnes qui les suivent et qui réagissent. Mais ça là, ça ne les intéresse pas. Demain, on n'a qu'à dire, telle femme de tel artiste, allez sortir avec un autre artiste. Ils vont prendre, ils vont charger dans le pays là, ça devient un dossier, on ne respecte pas. Quelqu'un casse français quelque part chez lui à la maison, on le prend, on l'envoie sur une chaîne de télévision, ça devient buzz dans le pays, on lui donne iPhone. Aujourd'hui, on dit, il est l'heure de l'Afrique. L'heure du réveil, du panafricanisme là. Quand ils vont en train de dormir. Maintenant, en plus de dormir là, on va aller attaquer nos frères nigériens. Est-ce que vous savez ce qu'on s'apprête à faire? C'est même pas de la question, n'est même pas de dire que militairement on est équipé ou on n'est pas équipé. On n'a pas à le faire.
Parce que si on s'en va, on nous dit de prendre les armes pour aller attaquer nos propres frères. Nous, on n'a qu'à prendre armes. Nous, frères africains, on n'a qu'à prendre armes pour aller tuer autres africains. C'est pas ce qu'ils ont fait dans le passé avec nos parents en contraignant d'autres à tirer sur d'autres. C'est pas ce qu'ils ont fait. Maintenant, quand nous, on prend armes et puis on tue nos frères là, qui règne à la fin? Si nous, Côte d'Ivoire, on a le malheur d'ajouter, en plus de ce qu'on a comme pression, ce que les Français nous font, pas qu'il faut augmenter, non. C'est que les Français nous font subir. La vie devient difficile, devient chère. On a le malheur d'ajouter à cela la haine sous-régionale. C'est-à-dire que nos frères africains, après ça, nous portent en haine, nous détestent parce qu'on a pris arme pour les combattre. C'est pas l'heure on va lire, c'est le date même on va lire. C'est quel pays? Tout le monde dort, ça dort, on s'en fout. Ils attendent, ça n'a qu'à passer, ils vont les remplir par de la culture pour faire la 4000 places. On dit son concert a marché. Ivoiriens, réveillons-nous. Allez-y lire ce que la note qui est sortie, ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Allez-y lire. Nous, on n'a qu'à attaquer le Niger. Ça là, c'est pas un combat politique. C'est pas une question de parti politique. C'est une question de race. C'est une question d'authenticité raciale. C'est une question de preuve raciale. C'est une question d'existence, comme le président Gbagbo le disait. Quand on passe là, on n'a qu'à dire au moins voici un homme qui passe. L'affirmation raciale. Continentale. Nous prenons notre destin en main. C'est dans ça on est arrivé. On murmure toujours dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos causeries là. L'Afrique souffle là. C'est arrivé. Et nous les Ivoiriens en train de dormir. J'ai quand même pris un poil à attaquer le Niger. Allez-y les attaquer. Ne vous réveillez pas. Hein. Allez-y les attaquer. Ivoiriens, réveillons-nous. Le professeur Bassolma Bazier, dans une récente conférence délivrée à Ouagadougou, disait qu'il y a des gens qui sont morts vivants. On peut dire de Maurice Bandama, comme d'Alassane Dramane Ouattara, qu'ils sont en réalité des morts vivants. La notion de mort vivant, il faut bien la comprendre. Un homme devient mort vivant dès lors qu'il a vendu son âme. Dès lors que ses actes sont aux antipodes des valeurs qu'il a proclamées un temps. Un homme est un mort vivant dès lors qu'il a perdu le contact à la source originelle de la vie, source de vérité, de justice et de solidarité humaine. Voilà la définition du mort vivant, l'homme sans âme. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire est un régime dédié à l'accumulation de la puissance et des richesses matérielles. C'est un régime dédié à la gloire de ce monde. C'est un régime molochien. C'est un régime sataniste. C'est un régime au matérialisme vulgaire. C'est un régime d'accapareurs et de gros voleurs. C'est ce régime que Maurice Bandama sert. C'est à ce régime qu'il a abandonné son âme. C'est pour ce régime qu'il rampe de poste en poste, incapable de se tenir comme nous face à Ouattara et de dire « ça suffit ». Et voilà pourquoi Maurice Bandama est un mort vivant. Au sens spirituel du terme, sa forme et son enveloppe physique existent désormais gratuitement sur la terre, car l'âme qui vibrait en lui et qui a inspiré l'écrivain des années 80-90 qu'il fut, cette âme s'en est allée. C'est un homme enveloppe vide. C'est un homme sans saveur. Ceux qui le rencontrent à Paris rapportent tout ce qui n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est que l'argent qu'il a, les belles voitures qu'il a, les belles vestes parisiennes qu'il met. Il n'est désormais qu'apparence. Il a perdu son essence. Tel est l'homme dont nous allons parler. Un écrivain qui a cassé sa plume, un intellectuel qui a bouffé son cerveau, pilé dans le foutou, un citoyen qui a abandonné son peuple pour servir les ors et lambris de l'une des dictatures les plus abjectes, les plus vomissables que l'on puisse imaginer sur le continent africain aujourd'hui, la Ouattari. Que se passe-t-il? L'opposant politique français, Jean-Luc Mélenchon, lors d'une conférence publique, est revenu sur les liens
biscornue qui existe entre la politique ivoirienne et la politique française. À l'occasion de cette intervention, Jean-Luc Mélenchon a cru bon de rappeler le rôle trouble de la France dans le désordre en Afrique en général et notamment dans le désordre en Côte d'Ivoire. Sous les ordres d'Alassane Dramane Ouattara, qui s'est précipité tout naturellement sur son téléphone rouge pour lui dire mais Bandama, qu'est-ce que tu fais? Règle son compte à Mélenchon. Faut lui montrer que je ne suis pas n'importe qui, il ne peut pas parler de moi comme ça. Sous les ordres donc du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique, Maurice Bandama, le doigt sur la couture, a été envoyé s'attaquer à l'homme politique, à l'opposant Jean-Luc Mélenchon, et il a été envoyé avec une mission impossible. Une mission qui consiste à demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Car comme nous allons le voir, Bandama s'est attaqué à Mélenchon en mobilisant des arguments qui jouent contre Bandama. Des arguments qui démontent Bandama et Ouattara. Des arguments qui dénudent la laideur de la dictature ivoirienne et de l'autocratie française incarnée par le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Macron Emmanuel. Le pur produit du deep state américain, le petit employé des Rothschild. Alors, nous allons procéder à la déconstruction de Bandama Maurice et de son patron Ouattara et de leur commun patron Macron. Mais nous allons procéder, comme vous le savez, more, ordine, géométrico, à la manière des géomètres. D'abord, nous allons vous faire écouter ce que Mélenchon a dit. Ensuite, nous allons vous donner lecture du communiqué de Bandama. Et enfin, nous allons démontrer que Mélenchon a raison sur toute la ligne, que tout ce qu'il a dit est vrai, et que Bandama, Ouattara et Macron sont des menteurs. Voilà la démonstration. Bienvenue au Festival des vérités crues. Bienvenue à la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Je reprends le plan. Et voilà pourquoi je vous demande de partager massivement cette émission. Il faut dédroguer ceux qui ont pu croire que Bandama Maurice, dans le communiqué publié à Paris, défendait l'honneur de la Côte d'Ivoire ou l'honneur de l'Afrique. Rien à voir avec cela. Ouattara Bandama appartiennent à la secte des renégats, des ennemis du peuple africain. Comme Macron, ils travaillent à fossoyer notre continent et ils ont jeté leur dévolu dans le service de l'injustice, le service du mensonge, de l'égoïsme, du cynisme et du sadisme les plus abjects. Donc le plan sera 1. Qu'a dit Mélenchon? On va l'entendre. 2. Qu'a dit Bandama? On va l'entendre. 3. Pourquoi Mélenchon a raison et Bandama a tort? C'est-à-dire Ouattara Dramane, le satrape reptilien venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Et puis Macron également a tort, puisque derrière tout cela, c'est le petit autocrate de Paris, c'est Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française qui est à la manœuvre. Sans plus tarder, ouvrons les travaux en donnant la parole à Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous avez dit et qui les a rendus fous? Allons-y, prenez la parole. Alors, avec la Côte d'Ivoire, les liens sont singulièrement étroits parce que pendant toute une période, il y a eu un lien profond qui existait entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et les forces de gauche en France. Et puis, ce lien s'est perdu à mesure que le Parti socialiste, qui l'entretenait, le lien, eh bien, s'est dispersé là-dedans et a fini par s'intéresser à rien et à personne. Si bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qu'il y avait armées dans ce pays, eh bien, la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, hein,
qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on ne va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo aussi. Et c'est l'armée française qui a été le délogé du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Et tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, M. Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de M. Sarkozy, ce qui facilitait les liens. C'est bien qu'avec un tel sponsor et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois. Et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans, donc on lui dit, eh bien monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal. Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier d'affection, d'amitié, de vie commune. Hein, on a même eu une députée qui en venait et qui est là en face de moi, qui est Rachel Keke. Hein. Alors, on était bien content qu'elle soit députée française, non? Alors. Voilà les propos tenus par Mélenchon et qui ont mis le feu aux poudres de la Ouattari. Ces propos ont rendu Alassane Dramane Ouattara fou. Il est entré dans une agitation hystérique. Il a sans doute fallu le calmer habituellement au barbiturique et à toutes sortes de méthodes dont ces médecins seuls maîtrisent les arcanes. Alassane Ouattara, comme je le disais, s'est alors précipité sur son téléphone rouge, a convoqué rapidement son ambassadeur à Paris en lui ordonnant de publier un communiqué cinglant contre Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, nous allons voir quel est le communiqué publié par Maurice Bandama, l'ambassadeur à plat ventriste d'Alassane Dramane Ouattara à Paris. Que nous dit Bandama Maurice sous les ordres de Ouattara et bien sûr avec la complaisance et le soutien d'Emmanuel Macron. Maurice Bandama, sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous publie le communiqué suivant. Lisons ce qu'il nous publie. Déclaration, ça c'est le 16 juillet 2026, déclaration de l'ambassade de Côte d'Ivoire près de la République française et la principauté de Monaco. Lors d'un meeting tenu récemment à Paris, M. Jean-Luc Mélenchon, président du Parti des Insoumis en France, s'est prononcé sur la vie politique ivoirienne. Il a tenu des propos à la fois discourtois et condescendants sur la vie politique ivoirienne et principalement sur le président Alassane Ouattara, l'accusant d'avoir éliminé ses adversaires à l'élection présidentielle dernière et de s'être fait réélire pour un 4e mandat anticonstitutionnel. L'ambassade de Côte d'Ivoire près de la République française et la principauté de Monaco tiennent à élever une vive protestation contre les propos irresponsables, irrévérencieux, insultants et dégradants que M. Jean-Luc a tenus à l'endroit des Ivoiriens et de leur président. On a oublié de dire Jean-Luc Mélenchon. Cela indique le niveau de culture bas qu'il y a désormais à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France tient à dire à M. Jean-Luc Mélenchon qu'il n'a aucune légitimité, qualité ni compétence à juger les institutions ivoiriennes qui ont organisé et validé les différentes élections en Côte d'Ivoire. Faut-il rappeler à M. Jean-Luc Mélenchon que depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire n'est plus une colonie française. Et le fait de l'avoir été pendant près d'un siècle ne donne le droit à aucun Français de tenir à son endroit des propos outranciers et outrageants. Depuis de longues années, la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations d'amitié et de coopération fructueuses, riches, marquées par la courtoisie, le respect mutuel, sous l'autorité de chefs d'État de haute stature, dont le président Félix Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara aujourd'hui.
au moment où sur le continent africain, la France est conspuée et honnie, chassée et humiliée. La Côte d'Ivoire, sous la houlette de son président, son Excellence M. Alassane Ouattara, affiche fièrement et sans complexe son amitié et sa fidélité avec la France. Une autorité qui ambitionne de diriger la France devra savoir où se trouvent les intérêts du pays qu'il entend présider. L'ambassade de Côte d'Ivoire près de la République française et la principauté de Monaco tient à indiquer à M. Jean-Luc Mélenchon qu'elle engagera toute action de droit afin que l'offense faite à son peuple et à son président de la République trouve réponse et réparation devant les instances et institutions compétentes. Fait à Paris, le 16 juillet 2026, Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire près la République française et la principauté de Monaco. Et Bandama Maurice a utilement publié une photo de lui à côté de son patron, Alassane Dramane Ouattara, le satrape rétien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant tout naturellement renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Voilà les deux textes et voilà les deux versions. Maintenant, nous entrons dans la troisième et très importante partie de cette émission. Nous allons essayer d'examiner les propos de Mélenchon, les propos de Bandama, et nous allons dire ce qu'il y a de vrai dans les propos de l'un comme dans ceux de l'autre, avant de conclure sur celui qui a raison du point de vue de l'Afrique des libertés. Voilà la méthode. Je reviens sur les propos de Jean-Luc Mélenchon et dit qu'il y avait un lien profond entre le président Laurent Gbagbo, au pouvoir en Côte d'Ivoire de 2000 à 2010-2011, et le Parti socialiste français. Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu des liens profonds entre l'ancien Front populaire ivoirien fondé en 1988 et le Parti socialiste français. D'ailleurs, quelques grandes figures du Parti socialiste français étaient les bienvenus en Côte d'Ivoire sous le président Gbagbo. On pense notamment à son ami Guy Laberty, on pense à Jack Lang, on pense à l'ancien président socialiste de l'Assemblée nationale française, Xavier Emmanueli. Il n'y a aucun doute, les liens entre le président Laurent Gbagbo et le Parti socialiste français ont été forgés notamment dans les années 70-80, notamment pendant ses années d'études et d'exil en France, où tout naturellement, en tant que membre de la gauche ivoirienne, de la gauche africaine, il était proche dans le cadre de ce qu'on appelle l'internationalisme socialiste, de la gauche française. C'est un fait. Mélenchon n'a pas menti. Le lien entre le PS et le Parti socialiste français et le FPI au pouvoir de Laurent Gbagbo s'est progressivement effiloché. Cela aussi est vrai. Car en effet, en 2000, lorsque le président Gbagbo a pris le pouvoir, il y avait une cohabitation à la tête de la République française. C'était Lionel Jospin et tout naturellement Jacques Chirac qui était au pouvoir, et le président Laurent Gbagbo a bénéficié d'une bonne compréhension du gouvernement français dans les premières phases de son installation au pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que c'était ses camarades qui étaient au gouvernement en France. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, lorsqu'en 2002, Jospin perd l'élection présidentielle face à Jacques Chirac à cause du score surprise de Jean-Marie Le Pen, Laurent Gbagbo perd avec la chute du gouvernement socialiste français ses alliances sûres à l'intérieur de l'exécutif français, ce qui va favoriser tout naturellement le soutien de la France de droite gaulliste, chiraciste, sarkozyste déjà, la France de Pasqua. Cette France-là de Villepin sera mieux à l'aise pour soutenir un camp contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le camp d'Alassane Dramane Ouattara, soutenu par la rébellion ivoirienne dirigée sur le terrain par le chef Bogota Guillaume Kibakori Soro. Ça, ce sont des faits. Maurice Bandama ne peut pas les effacer. Dramane Ouattara ne peut pas les effacer. Ce sont des faits. Maintenant, deuxième niveau. Mélenchon dit la France a délogé Laurent Gbagbo en 2010-2011 parce que
la France considérait que Laurent Gbagbo était en dehors de son mandat, alors que la même France est incapable de déloger son sous-fifre, le caniche de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est, Volodymyr Zelensky, qui a largement dépassé le temps de son mandat. Mélenchon ici dit une vérité qui peut être discutée. Parce que en 2010, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire a commencé par déclarer Laurent Gbagbo vainqueur et Alassane Ouattara battu. Alassane Ouattara qui aujourd'hui se gargarise du fait qu'on ne peut pas contester un jugement du Conseil constitutionnel, n'a pas respecté la première décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Nous tous, on était là. Alassane Dramane Ouattara a refusé de respecter le Conseil constitutionnel ivoirien. Il s'est appuyé sur la position de la Commission électorale indépendante, en la personne de son président Youssouf Bakayoko, un homme de Paris, un homme de Ouattara, qui était donc de mèche avec l'opposition ivoirienne, la résistance ivoirienne, au régime du président Gbagbo. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit que le président Laurent Gbagbo a été renversé parce qu'il était en dehors de son mandat, les élections n'ont pas pu être organisées parce que le pays était encore dans une situation de séparation de fait entre la zone CNO au nord et la zone au sud, et il y avait des tensions qui faisaient que l'organisation d'élections a été repoussée plusieurs fois. C'est après l'accord de 2007, mars 2007 à Ouagadougou, entre le président Laurent Gbagbo, le président Blaise Compaoré, médiateur, et le secrétaire général des Forces Nouvelles, Guillaume Kibafori Soro, que Guillaume Soro est devenu Premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire et que a été mis en place dans le cadre du processus du DDR, désarmement, démobilisation, etc., qu'a été mis en place le processus qui devait conduire à l'élection présidentielle de 2010. Ce processus, qui était suivi également par l'ONU, a été l'objet d'un contentieux. Le camp Gbagbo au pouvoir estimait qu'il fallait suivre la décision du Conseil constitutionnel. Le camp d'Alassane Ouattara, soutenu par Henri Konan Bédié du PDCI, par Guillaume Kibafori Soro des Forces Nouvelles, soutenu par la France de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, soutenu par l'ONU, qui était représenté par un certain monsieur Yoon Jin Choi. Ce camp a refusé de reconnaître la décision du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Et il a donc soutenu une action militaire contre le régime du président Laurent Gbagbo, action militaire dans laquelle l'armée française a joué un rôle décisif, puisque c'est elle qui a bombardé, tout le monde a vu, c'est elle qui a détruit les lignes de défense de l'armée ivoirienne sous les ordres du président Laurent Gbagbo, de telle façon que celui-ci soit capturé, d'abord conduit en lieu de détention dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, et plus tard déféré à la Cour pénale internationale, je pense en 2011, à La Haye. C'est fait, nous avons vécu cela. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que la France a délogé Gbagbo en 2010-2011, cela aussi est confirmé par Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha lui-même. Un, il avait promis de vitrifier Laurent Gbagbo, et de deux, il a publiquement dit « Nous avons dégagé Gbagbo, nous avons placé Ouattara ». Citation de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. On n'a pas besoin ici de se positionner pour l'un ou l'autre des camps. Il faut d'abord reconnaître les faits. Il faut d'abord commencer par reconnaître les faits. La France a délogé Laurent Gbagbo du pouvoir, c'est vrai. C'est non seulement vrai parce que c'est ce que nous tous nous avons vu. La France a fait et cause pour le camp des Forces Nouvelles, le camp du RDR, le camp du PDCI, le camp du RHDP. Et elle a été appuyée en cela par l'Organisation des Nations Unies, instrumentalisée par la France tout naturellement. Et elle a mené les combats contre Laurent Gbagbo. Jusque dans le palais présidentiel,
Lorsque Laurent Gbagbo est arrêté, les soldats français étaient là. Ce sont eux qui ont ouvert la voie. Ce sont eux qui ont cassé les portes d'entrée du palais présidentiel. Et d'ailleurs, ils maîtrisaient la structure de ce palais présidentiel parce qu'il a été construit dans les années 60 sous les auspices des Français. C'est eux-mêmes qui ont mis en place le tunnel souterrain qui menait du palais présidentiel ivoirien à la résidence de l'ambassadeur de France, juste à côté. Ils connaissent ce palais présidentiel comme leur poche, parce que ce sont eux qui l'ont construit. La Côte d'Ivoire ayant été l'une des colonies françaises les plus privilégiées, les plus préférées, du fait de la coopération de l'élite politique ivoirienne de tous bords avec les dirigeants français. Jusqu'au moment de la perte d'influence du président Laurent Gbagbo à travers le PS, il n'y avait pas un homme politique en Côte d'Ivoire d'influence qui n'ait pas quelque part son lobby en France. Le FPI, son lobby, c'était le Parti socialiste français, le Parti communiste. Alors que le lobby du PDCI et du RDR, c'est les héritiers du gaullisme. Voilà comment les choses étaient réparties. Ça aussi, il faut rappeler aux uns et aux autres que chacun en Côte d'Ivoire avait son côté en France. Jusqu'à la chute en 2002 du Parti socialiste français à travers la défaite de Lionel Jospin. C'est là où le Parti socialiste s'est rangé complètement derrière le bloc gaulliste et que le FPI a perdu le soutien fort qu'il avait à l'intérieur de l'exécutif français. Ça aussi, c'est des faits. Il n'y a jamais eu un bloc complètement anti-français parmi les formations politiques de gouvernement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Tous ces blocs-là, chacun avait son lobby français. Le fait est que le président Gbagbo, en 2002, quand Jospin tombe, perd son lobby français. Alassane Dramane Ouattara, puisque ce sont les gaullistes du RPR qui sont au pouvoir à partir de là, eh bien, il a désormais le soutien de l'exécutif français, puisque les socialistes ont perdu le pouvoir. Voilà la réalité de la situation. Donc, je suis toujours en train d'étudier les propos de Mélenchon. Quand Mélenchon dit qu'il était en dehors de son mandat, Mélenchon lui-même tombe sous le narratif de l'ONU, il tombe sous le narratif de l'opposition ivoirienne d'alors. Car du point de vue du FPI, du point de vue des partisans de Laurent Gbagbo, il n'était pas en dehors de son mandat. Il n'était pas moins légitime que ceux qui ont voulu prendre le pouvoir par la force. Bon. Maintenant, quand Mélenchon dit la France a soutenu Ouattara, c'est une banalité. Il n'y a aucun doute. Même Ouattara lui-même le reconnaît. Sarkozy, je l'ai cité, dit « Nous avons dégagé Gbagbo, nous avons placé Ouattara ». Mais comment on peut contredire ça? Maintenant, Mélenchon décrit ce que Ouattara a fait. Premier mandat. Deuxième mandat. La Constitution de Côte d'Ivoire, en ses articles 55 et 183, dixit, le docteur en droit, Cissé Ibrahim Bakongo, ne prévoit pas de troisième mandat. Il était explicitement dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. À partir du 3e mandat, Alassane Ouattara est sorti de la Constitution. Il a violé la Constitution en 2020. Tout le monde se souvient de l'argument que Ouattara avança en 2020 pour violer la Constitution. Quel est cet argument? Que son candidat est mort et qu'il n'a pas eu le temps de choisir un autre candidat. Amadou Gon Coulibaly étant décédé en juillet 2020, il fallait très rapidement suppléer à la mort d'Amadou Gon Coulibaly en étant candidat. Comme si les problèmes personnels d'un parti politique avaient plus d'importance que la Constitution qui interdit de faire plus de 2 mandats. Alassane Ouattara a forcé le chemin et s'est octroyé un 3e mandat anticonstitutionnel à la tête de la République de Côte d'Ivoire. À l'époque, tout le monde se souvient qu'Emmanuel Macron, lors de sa grand-messe France-africaine de Montpellier au mois d'octobre 2021, s'était permis de justifier Ouattara en disant que le pauvre Ouattara s'était retrouvé pris au dépourvu et que c'est pour cela qu'il a fait un 3e mandat. Pour ce qui est du 4e, Mélenchon dit Alassane Ouattara a éliminé tout ce qui pouvait le battre. Il a éliminé le président Laurent Gbagbo des élections, ça c'est un fait, tout le monde a vu. Il a éliminé le président Guillaume Kibafori Soro qui s'est battu pour lui, qui a dirigé la rébellion militaire pour lui, Ouattara. Il l'a éliminé de l'élection présidentielle, non pas seulement en 2020, mais aussi de l'élection présidentielle 2025.
Il a éliminé le candidat du PDC-IRDA, Tidiane Thiam. De l'élection présidentielle de 2025, il s'est retrouvé seul, candidat contre lui-même, candidat avec lui-même. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu. Mélenchon n'a rien inventé. Voilà tout ce que Mélenchon a dit. Et il a conclu, Mélenchon, en disant « La France est co-responsable de l'état dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire. » Les malheurs qui ont frappé la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années portent nécessairement la signature de la France. Parce que la France a pris des positions, la France a participé au combat, la France a combattu. En 2004, par exemple, l'armée française a détruit la flotte aérienne. Toute la flotte aérienne ivoirienne a été détruite sur ordre de Jacques Chirac au mois de novembre 2004 par l'armée française. Ce sont des choses qu'on a vues. L'armée française a tué plus de 60 personnes devant l'hôtel Ivoire qui manifestaient contre la tentative de coup d'État français contre le régime de Laurent Gbagbo. Ça aussi, on a tous vu. Alors, je me demande si Bandama Maurice, qu'est-ce qu'il fume? Ou bien ce qu'il fume là, il ne peut pas sécher ça suffisamment avant de fumer? Qu'est-ce qu'il peut contester dans ce que Jean-Luc Mélenchon a dit? Il n'y a qu'une seule chose que moi je conteste dans les propos de Mélenchon. Mélenchon dit que la relation de la France et la Côte d'Ivoire a toujours été une relation bien intime. Monsieur Mélenchon, méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous dites quand vous parlez d'Afrique. L'armée française a commis des crimes de guerre, des crimes économiques. Elle a commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, dans le territoire de Côte d'Ivoire, de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle. L'armée française porte sur ses mains le sang de milliers, de dizaines de milliers d'Ivoiriens innocents. Mélenchon, ne vous amusez pas avec notre histoire. Moi, je conteste Mélenchon sur la description idyllique de la relation franco-ivoirienne. Ce n'est pas vrai. Je lui donne un devoir à Jean-Luc Mélenchon et à ses compagnons de la France insoumise, aller étudier ce que la France a fait dans ce qu'on a appelé la révolte des abbés. Qu'est-ce que la France a fait quand le peuple de Côte d'Ivoire, en pays abbé, a demandé aux colons de rentrer chez eux? Combien de milliers de personnes la France a massacrées dans les années 1910-1911? Allez étudier la révolte des abbés et allez étudier les exactions de l'armée française en Côte d'Ivoire. Mélenchon, et vous arrêterez de tenter de tromper les Français et les Africains qui n'ont pas la culture historique qu'il faut. Jean-Luc Mélenchon a raison sur tous les autres points, sauf sur la description idyllique de la relation franco-ivoirienne. Ce n'est pas vrai. Monsieur Mélenchon, c'est une relation qui est couverte de sang, de sueur et de larmes. Dès lors qu'il y aura un pouvoir authentiquement panafricain à la tête de la Côte d'Ivoire, les états généraux de la relation franco-ivoirienne seront tenus. Pas une goutte de sang ivoirien versé par les soldats français, versé par la France, ne sera négligé. On parlera de tout. Les crimes que vous avez perpétrés, j'entends par là la République française ou l'Empire français sous Napoléon, des années 1800 jusqu'aux années 2000. On va faire la liste de vos crimes, on va les poser sur la table et on va exiger des procès, des condamnations et des réparations. Et cette méthode sera appliquée partout où les crimes coloniaux contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques ont été perpétrés par les troupes occidentales. Voilà les faits. Mais sinon, pour tous les autres points, ce que le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dit est vrai. Il n'y a pas ici à chercher midi à 14h. Maintenant, on continue notre travail, mes chers amis. On va s'intéresser aux propos de Bandama Maurice. On va prendre le communiqué de Bandama Maurice et montrer ligne par ligne où il ment. Et pourquoi, en fait, s'il veut rendre service à Mélenchon, qu'il porte plainte en France. Moi-même là, qu'Alassane Draman Ouattara me porte plainte en France. Je demande à Bandama Maurice d'aller me porter plainte en France. Je vais mobiliser la formidable équipe d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés qui a battu Macron
au tribunal correctionnel de Paris le 18 juin 2026. Je vais mobiliser nos intrépides avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, coordonnés par Maître Ndjifutawo Woshawa Aboubek. Et on va battre Bandama, et puis on va battre Macron, et puis on va battre Ouattara dans n'importe quel tribunal de Paris sur les faits dont nous discutons. Si j'apprends même que Bandama Maurice, au nom de Ouattara, a introduit une plainte contre Mélenchon, je vais demander au collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés de se porter pro domo à la défense de Mélenchon. Yamewa, vous avez compris? Quand on dit palabre est doux, là, il y a des moments où palabre est doux. Ça, c'est du très bon palabre. Qu'il porte plainte. Voilà des individus perdus comme ça. Ils pensent qu'on peut porter plainte à propos de n'importe quoi. Macron est en train de quitter le pouvoir. Il n'a plus 1 an au pouvoir. Les juges sont en train de se libérer de Macron. Ils l'ont condamné le 18 juin. Je dis Macron, son ambassadeur en Colombie, Sylvain Ité, je l'ai battu. On a ordonné qu'il paye à la justice. Il a payé aux dépens. Il a été condamné à payer aux dépens. Au départ, il m'avait accusé de diffamation. Les juges disent non. Monsieur Niamsi vous a répondu dans le cadre du débat d'idées. On peut comprendre que les propos de monsieur Niamsi vous aient heurté, mais ces propos ne relèvent en aucun cas de la diffamation. Oui! Lui, il pense pouvoir impressionner Mélenchon avec une menace de plainte. Si j'entends qu'ils ont déposé plainte contre Mélenchon, l'Institut de l'Afrique des Libertés met ses avocats à la disposition de Mélenchon. Mélenchon ajoute ceux de la France insoumise. Et puis on fait une avalanche de robes noires là-bas, au palais de justice. On va parler. On va pouvoir parler. On va pouvoir parler. Oui! Bon, maintenant, penchons-nous sur la bouillabaisse. La bouillabaisse de communiqué de Maurice Kwaku Bandama. Une véritable honte. Non, je suis en direct là. Qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. Je suis en direct. Et donc, mes chers amis, pensons-nous sur la bouillabaisse, sur le mauvais déguet de Bandama Maurice. Lors d'un meeting récemment tenu à Paris, M. Jean-Luc Mélenchon, président du Parti des Insoumis en France, s'est prononcé sur la vie politique ivoirienne. Il s'est prononcé dessus. Il n'a pas le droit. C'est un sujet. Chacun a le droit de parler de politique. Il a tenu des propos à la fois discourtois et condescendants sur la vie politique ivoirienne, et principalement sur le président Alassane Ouattara, l'accusant d'avoir éliminé ses adversaires à l'élection présidentielle dernière et de s'être fait élire pour un 4e mandat anticonstitutionnel. Qu'y a-t-il de discourtois et de condescendant dans le fait de relater des faits? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas éliminé ses adversaires à la dernière élection présidentielle? Il a éliminé Laurent Gbagbo, il a éliminé Guillaume Soro, il a éliminé Tidiane Tia. Vrai ou faux? Un camarade Soulé de Paris, le Korok Bigbi, bombardier B-52. Est-ce qu'il n'a pas éliminé? Est-ce qu'il n'a pas éliminé tous ceux qui pouvaient le battre à la présidentielle? Qu'est-ce qu'il y a de condescendant dans le fait de rappeler à Ouattara qu'il est un voleur d'élection? Ouais, c'est pas possible. Alassane Dramane Ouattara nous a fait, à l'époque, nous étions avec le président Guillaume Kibafori Soro à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, où j'étais son conseiller spécial. Ouattara nous a fait battre campagne en 2016. Je me suis rendu aux côtés du président Guillaume Soro au stade municipal de Bouaké, où se concluait la campagne de la Constitution de 2016. Je pense que c'était vers la fin du mois d'octobre 2016. Et parmi les flyers qu'Alassane Dramane Ouattara nous a fait partager au peuple ivoirien, il y avait un flyer qui disait « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ». La question était la suivante. Est-ce qu'un candidat pourra faire un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire?
Et la brochure que nous avons partagée à la population, elle disait « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels en vertu de la Constitution de Côte d'Ivoire. » Voilà ce qu'Alassane Ouattara nous a fait distribuer aux Ivoiriens. Nous étions convaincus que ce vieillard prendrait sa retraite et laisserait des nouvelles forces, eh bien, servir la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un parjure, c'est un vieux menteur. Et il y a même une contradiction, c'est pas un vieux. Parce que quand tu es vieux, là, tu respectes tes cheveux qui blanchissent, là. Les cheveux blancs, là, ça ne suffit pas. Il faut que derrière, il y ait un comportement. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son âge. C'est un vulgaire menteur. Un gros menteur. Et moi, Alassane Ouattara, qu'il soit un menteur, je le sais personnellement, puisque je l'ai pratiqué. Alassane Ouattara, je l'ai rencontré 3 fois dans ma vie. 3 fois. Les 3 fois que je l'ai rencontré, il m'a menti. Moi tout seul, là, il m'a menti 3 fois. Je l'ai vu 3 fois, il a menti 3 fois. La première fois, son mensonge m'a échappé. Mais les 2 fois d'après, là, il n'a pas réussi à me tromper. Alassane Ouattara. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne respecte pas son âge. C'est un menteur de quartier, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas différent du gars qui te trompe en jouant avec les cartes comme ça, pour récupérer l'argent de popote d'une ménagère naïve qui a pensé qu'elle peut gagner 10 000 en gageant 5 000 et en ramassant la bonne carte. Alassane Ouattara, c'est vraiment un vrai tout fingas. C'est un menteur. Le vieux, là, c'est un menteur. C'est un vieux qui ne respecte pas sa vieillesse. C'est ce qu'il est. Il ment. Je vous donne juste un exemple de mensonge de Ouattara, dont moi, je suis témoin. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Il m'a menti à moi. Le 23 octobre 2014, j'étais dans son bureau. D'abord, lui, il voulait que j'abandonne mon ami Guillaume Soro pour devenir son conseiller. Je lui ai dit non. Moi aussi, j'ai mes petits principes dans ma vie. Quand je viens quelque part, je respecte le coin où on m'a accueilli. Ceux qui m'ont accueilli là, je leur suis fidèle, quoi qu'il arrive. Ceux qui m'ont ouvert les bras, jamais je me retrouve avec un couteau et un poignard derrière eux. Il m'invite il me reçoit dans son bureau et il me dit de quitter Guillaume Soro, de ne plus être son conseiller, de venir être son conseiller à lui. Il me dit l'Assemblée, bon c'est bien, mais ici tu seras plus à l'aise, tu viens. Je lui dis président, pardon, non. C'est Guillaume Soro que je connais. Vous-même, je ne vous connais pas. C'est Guillaume Soro qui vous m'a présenté. C'est lui. Moi, c'est lui que je connais. Laissez-moi là-bas. Quand vous aurez besoin de moi, vous demandez au président Guillaume Soro, il me met à votre disposition. Mais moi-même là, vraiment, je ne veux pas être conseiller du président. Je préfère rester à côté de mon ami, de mon leader, de mon camarade de frère. Lui, je le connais. Vous, je ne vous connais pas. Il dit, ah d'accord, d'accord. Je ne savais pas que je venais de signer mon arrêt de mort avec lui le jour-là. Mais le vieux ment. Comme je suis un homme de vérité et que j'étais encore avec lui en audience, je lui dis, président, moi-même je suis venu, j'ai une question à vous poser. On était en octobre 2014. Le jour là, c'est le 23 octobre. Je dis, président, dites-moi, est-ce que vous avez promis au président Henri Konan Bédié du PDC-IRDA qu'à la future élection présidentielle qui se pointait, celle de 2015, c'est lui qui sera le candidat de la majorité réunifiée RHDP. Est-ce que vous lui avez promis cela? Parce que lui, il a lancé l'appel de Daoukro et il a dit publiquement que vous vous êtes entendu sur l'alternance à l'intérieur de la majorité présidentielle RHDP. On laisse Alassane Ouattara faire ses 2 mandats. Le mandat de 2000, eh bien, le mandat de 2010 à 2015. Ensuite, deuxième mandat, 2015-2020. Et puis maintenant, le mandat à partir de 2020, eh bien, ce sera le mandat PDC-IRDA avec une alternance de 2 ans. Après, ça sera de nouveau RDA, etc. Le président Bédié, c'est ce qu'il a dit le 17 septembre 2014. Est-ce que vous lui avez promis ça? Parce que je me souviens que vous avez promis la même chose à mon leader, le président Guillaume Soro. Vous avez dit qu'après vous, Guillaume Soro pourra être le candidat du RDA. Vous lui avez dit ça. Et vous avez même dit ça au président Guillaume Soro devant témoin. Le président Compaoré est vivant et puis il y a l'imam Koudous. Vous avez dit ça devant eux. Alassane Ouattara dit, mais le président Bédié, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Moi, je ne lui ai rien promis. Ça, Froulaï.
Président, président, c'est grave ce que vous dites là. Je vous jure, hein, on est dans le bureau d'Alassane Ouattara. Je dis, président, c'est grave, hein. Parce que le président Bédié, lui, se promène là, il a dit à tout le monde au PDCI que vous lui avez promis la candidature. Hein. Et puis, président, je me souviens, le 17 septembre 2014, quand il a fait l'appel de Daoukro, vous étiez assis, vous avez applaudi. Il dit, mais j'ai applaudi puisque c'était dans l'atmosphère du temps. Ça, pour là. Ouattara. Il a dit, président, mais vous avez applaudi. Vous savez bien que applaudir quand un allié politique est en train de parler, cela signifie qu'on est d'accord. Mais, chacun interprète hein, les applaudissements. Franck. Il m'appelait Franck. Hein, c'était ça mon petit nom, Franck. Les applaudissements, vous savez, ça s'interprète. Non, je ne lui ai rien promis. D'ailleurs, je vais envoyer en mission un certain nombre de mes collaborateurs pour rappeler à tout le monde hein, que je n'ai rien promis à personne. Et c'est là qu'il a lancé la terrible campagne dirigée par Cissé Bakongo, Ibrahim, docteur en droit qui a avalé son doctorat en droit pour laper les vomissures de Ouattara. Il l'a envoyé attaquer ouvertement le président Bédié, dénoncer l'appel de Daoukro. Je n'en revenais pas. Je ne savais pas qu'un homme de cet âge, il avait déjà plus de 70 ans. Il avait déjà plus de 70 ans. Le gars mentait comme ça. What? Quand je suis sorti de là, je suis allé voir mon ami et leader Guillaume Kibafori Soro. Je lui ai dit, président, on est dans le mal. Le vieux là, je ne le sens pas. D'abord, il voulait me débaucher pour que je t'abandonne pour aller avec lui. Et puis de deux, lui et le président Bédié, ça va se gâter. Il dit qu'il n'a rien promis à Bédié. Le président Guillaume Soro m'a dit, Franklin, soyons patients. Ce que Dieu veut pour nous, dans ce pays et dans ce continent, Dieu nous le donnera. Soyons patients. Il dit, président, moi, en attendant, je ne viens plus trop ici en Côte d'Ivoire, hein, parce que le vieux là, je ne le sens plus. Comme j'ai refusé de devenir son conseiller spécial, et comme je me suis mis à lui poser ouvertement des questions qui dérangent, je pense qu'il doit me trouver impertinent et je ne me sens plus en sécurité ici en Côte d'Ivoire. Voilà comment moi-même j'ai retiré mon pied de Côte d'Ivoire. Je suis revenu 2 ou 3 fois en Côte d'Ivoire, après je ne suis plus venu. Parce que j'ai compris qu'Alassane Dramane Ouattara m'avait inscrit dans sa liste rouge. Et les événements ultérieurs me l'ont confirmé. Je vous dis personnellement que ce monsieur-là, c'est un menteur. Et tous ceux qui marchent avec lui doivent remplir cette condition. Vous ne pouvez pas durer avec Ouattara si vous avez un quelconque amour pour la vérité. C'est un menteur. Et quand il ment, son environnement l'applaudit. Cissé Bakongo est allé jusqu'à écrire dans son livre biographique sur Alassane Ouattara, tout comme Abdou Touré, ils sont allés jusqu'à écrire que le monsieur a gouverné plus de 50 pays. Vous connaissez quelqu'un qui a gouverné plus de 50 pays sur cette terre? Même Jésus. Même le prophète de l'islam. Les grands hommes qu'il y a eu sur la terre. Et il n'y en a pas un seul qui dit j'ai gouverné plus de 50 pays. Ouattara l'a dit. Et son entourage l'a recopié. Cissé Bakongo, dans son ouvrage Alassane Ouattara, une vie singulière, etc. Et il a rapporté les propos de Ouattara. Comme quoi Ouattara, quand il était à la tête du FMI, il a géré plus de 50-60 pays. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara se promène avec un troupeau de mythomanes. Et voilà pourquoi Cissé Bakongo, à un moment donné, il a eu l'honnêteté, il a eu le courage. Il a eu le courage de le dire. Il a dit quelle est la nature de ceux qui accompagnent Ouattara. Monsieur Bakongo, venez ici. Que faut-il pour être un militant de Ouattara? Hein? Que faut-il pour être un militant de Ouattara? Essayez de nous dire ça calmement. Hein? Soi-disant docteur en droit Cissé Bakongo, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon militant de Ouattara? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que c'est qu'un bon militant d'Alassane Dramane Ouattara? Grâce à Cissé Bakongo, au moins on va savoir. Monsieur Bakongo, venez, n'ayez pas peur. Avouez. Vraiment, il y a... Avouez. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon militant de Ouattara? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon militant de Ouattara? Avec le temps que ça fait la lumière. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon militant de Ouattara?
Qu'est-ce que c'est qu'être un bon militant de Ouattara? D'accord d'être mouton. Oui. Donc, parce que à Dom, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Je le prends un peu plus tôt. On prend une décision, on le suit tous comme des... Voilà. Et qui se posent des questions, même s'ils sont avec Alassane Ouattara, ne sont pas des suiveurs ou unités. Nous-mêmes, avant que je vienne dire mon mot d'écouter. Quand le président prend une décision, Voilà. on le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Ah, voilà. On est mouton d'ado. Voilà. On est mouton pion d'ado. Voilà. Voilà. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi, je dis on est mouton pion. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Donc, parce que à Dom, Non, c'est bon, ça quand suffit. vous allez à Abidjan, Circulez, Bakongo, circulez. Quelqu'un qui a fait des études à l'université, il a obtenu un doctorat en droit, s'autoproclame mouton de son camarade être humain et appelle le peuple à se définir comme mouton. Mais dites-moi, Maurice Mandama, toi tu rêves de porter plainte à Mélenchon à Paris alors que tu es l'ambassadeur de quelqu'un qui te considère comme un mouton. Mais il suffira que Jean-Luc Mélenchon vienne avec la vidéo de Cissé Bakongo pour dire voici comment les militants d'Alassane Ouattara se définissent en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, qui est un militant d'Alassane Ouattara, eh bien, fait partie de ceux qui sont définis par le directeur exécutif du RSTP, le docteur en droit Ibrahim Cissé Bakongo. Mélenchon n'aura aucune difficulté à dire monsieur le juge, je vous présente donc le mouton Maurice Mandama, défini comme tel par son propre camarade et chef hiérarchique du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Les moutons d'ado. Est-ce qu'un mouton peut gagner un procès? Est-ce qu'un mouton peut même se défendre dans un tribunal? Puisqu'il est incapable de réfléchir par lui-même, il suit le troupeau aveuglément. Bon, retournons au texte. Retournons au texte parce que ça fait pitié. Retournons au texte de Bandama Maurice. Maurice Bandama a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit dans son communicaillon, son chiffon, son torchon de déclaration? L'ambassade de Côte d'Ivoire près la République française et la principauté de Monaco tient à élever une vive protestation contre les propos irresponsables, irrévérencieux, insultants et dégradants que M. Jean-Luc Mélenchon a tenu à l'endroit des Ivoiriens et de leur président. Mais c'est juste amusant, quoi. C'est vraiment amusant. Attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit d'irrévérencieux? Il s'est contenté de rappeler la vérité, les liens entre le président Gbagbo et le Parti socialiste, la chute du Parti socialiste en France, avec la perte d'influence donc du président Gbagbo en France, puisque ses camarades n'étaient plus au pouvoir, le rôle éminent de la France dans le renversement du régime Gbagbo. On a vitrifié Gbagbo, on a dégagé Gbagbo, on a placé Ouattara, c'est ce qu'il a dit. Que la France a soutenu Ouattara, c'est vrai, Sarkozy même l'a assumé. Que la France a accompagné Ouattara dans la violation de la Constitution ivoirienne, c'est vrai. Macron a justifié Ouattara quand celui-ci s'est octroyé un troisième mandat anticonstitutionnel. Les déclarations de Macron sont là, je les ai publiées, pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'il y a d'irrévérencieux? Qu'est-ce qu'il y a d'irresponsable? Qu'est-ce qu'il y a d'insultant et de dégradant à rappeler la vérité à Ouattara? Bon, Alassane Ouattara est présenté comme le président des Ivoiriens, mais il n'a pas été régulièrement élu. C'est un imposteur. C'est un imposteur, Alassane Ouattara. C'est un colon noir. Il tient le peuple de Côte d'Ivoire en otage. Il a capturé les Ivoiriens. Alassane Ouattara est un colon noir. Les Ivoiriens ne se sentent pas insultés par les propos de Ouattara. Dans leur écrasante majorité, les Ivoiriens savent. Les Ivoiriens ne se sentent pas insultés, par les propos de Mélenchon. Dans leur écrasante majorité, les Ivoiriens savent que Mélenchon a dit la vérité. Oui! Qu'est-ce que Mélenchon a dit qu'on ne sait pas? Que la France a délogé Gbagbo, tout le monde le sait. Même les enfants qui étaient dans le ventre. En 2010, là, ils sont nés, on leur a expliqué, ils savent ça. Ouattara ne serait pas président sans la France. Ouattara le sait. Le monde entier le sait. Pourquoi vous voulez cacher un éléphant derrière un doigt? Tout le monde était là.
Tout le monde a les moyens de reconstituer. C'est l'histoire récente, là. À qui on va expliquer qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir sans la France? Bon. Il dit, propos quoi? Insultant. On l'a insulté où? Est-ce que Mélenchon a décrit le faciès asymétrique de Ouattara? Est-ce que Mélenchon a dit que Ouattara marche en point virgule? Même ça, là, c'est de la description, c'est des faits. Mélenchon n'a pas parlé de ça. Est-ce que Mélenchon a même dit que Alassane Ouattara était un menteur, comme le président Gbagbo l'a dit? Mais tout ça, ce n'est pas des insultes, ce sont des descriptions. Si moi, là, tu me dis que j'ai une grosse tête, ce n'est pas une insulte. Hein? Voilà, j'ai une grosse tête. C'est une insulte à partir du moment où on t'attribue un qualificatif que tu n'as pas. Si tu me dis, ah, professeur Yamsi, avec ta grosse tête, je dis, c'est vrai, tu ne m'as pas insulté. Voilà. Ou tu me vois, tu dis, professeur Yamsi, espèce de géant. Je dis, oui, c'est vrai, je suis un géant, 1m94, 1m95. Oui! Quand on te décrit là, ne dis pas qu'on t'a insulté. Parce que photo, comme on dit à Abidjan, c'est pas magie. Si tu es né boubou, tu vas sortir boubou. Quand tu es dictateur, on te décrit comme dictateur. Quand tu es un gros criminel, on te décrit comme un gros criminel. Quand tu es un menteur, on te décrit comme un menteur. Ce n'est pas une insulte. Comme le dit le président Laurent Gbagbo, c'est une description. On t'a juste décrit. Il s'agit là d'une restitution phénoménologique de ta manifestation dans l'existence. C'est ton apparence qui est ainsi capturée par les concepts. On n'a rien inventé. Le peuple ivoirien ne s'est pas du tout, alors là, pas du tout senti choqué par les propos de Mélenchon. Au contraire, le peuple ivoirien a estimé, voilà enfin un homme politique français qui a le courage de dire la vérité à notre bourreau, à notre truand, à notre menteur, à notre escroc politique de Ouattara Draman. Le peuple ivoirien, dans son écrasante majorité, a bu du petit lait en écoutant les propos de Mélenchon. Je vous ai fait écouter les propos de Mélenchon tout à l'heure. Et j'ai dit ce qu'il y a de faux dans les propos de Mélenchon. Quand il essaie de présenter la relation ivoiro-française comme une relation idyllique, Mélenchon, à ce moment-là, manipule l'histoire. Mais quand il décrit ce que la France a fait pour Ouattara, ce que la France a fait contre le régime Gbagbo, ce que la France a fait contre la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années, wallahi billahi talahi, c'est la vérité. C'est la vérité. Mélenchon n'a fait que dire la vérité. Et les Ivoiriens sont contents de ça. Mes camarades de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs ivoiriens, mes beaux là, ils sont contents de ça. Ils disent, Mélenchon n'a qu'à répéter ça. Pion! Actuellement même, on est en train de photocopier les propos de Mélenchon. Ouattara va trouver ça partout où il passe. On va prendre les propos de Mélenchon, on va photocopier, on va coller ça dans tout Abidjan. Parce que c'est vrai. Quand même, vous volez à un pays sa souveraineté. Vous lui volez sa paix, vous lui volez ses terrains, vous lui volez ses maisons, vous lui volez son cacao, vous lui volez son pétrole, mais vous voulez aussi lui voler sa vérité. C'est trop. On ne va quand même pas jusqu'à voler à un peuple sa vérité. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Monsieur Mélenchon n'a aucune légitimité, qualité ni compétence à juger les institutions ivoiriennes qui ont organisé et validé les différentes élections en Côte d'Ivoire. Mais Maurice Kwaku Bandama, si Mélenchon n'a aucune légitimité pour en juger, où étiez-vous pour écrire un communiqué comparable lorsque Emmanuel Macron soutenait Ouattara dans le viol constitutionnel en 2020? Voilà quelqu'un, il conteste à Mélenchon le droit d'émettre un point de vue critique sur la politique ivoirienne. Mais où était-il pour dire à Emmanuel Macron, vous n'avez pas le droit de prétendre qu'Alassane Ouattara avait le droit de violer la Constitution parce que son candidat est mort, parce qu'Amadou Gon est mort. Où est le communiqué de Bandama Maurice pour dénoncer l'émission, l'ingérence d'Emmanuel Macron dans l'interprétation constitutionnelle en Côte d'Ivoire? Macron l'a fait solennellement. C'était lors de la grand-messe de la France-Afrique à Montpellier, où Macron a cru bon de justifier le viol constitutionnel en Côte d'Ivoire. Puisqu'il considère que les Ivoiriens, les Africains sont des sous-hommes, il est normal pour lui qu'on viole la Constitution en Côte d'Ivoire, qu'on viole la Constitution en Afrique, puisqu'il a toujours dit que les Africains, eh bien, n'appartiennent pas à l'humanité. N'a-t-il pas dit que tout pays africain où on conteste la France est un pays qui est habité par des gens souffrant de l'ingratitude, un mal non transmissible à l'homme? Macron dit que nous, les Africains, nous ne sommes pas les êtres humains. Ça, il l'a dit.
Et si les garçons, qu'ils portent aussi plainte, comme son ambassadeur IT à Paris, je vais le frapper avec ça. Donc, quand Macron méprise les Ivoiriens, en soutenant le viol constitutionnel, Maurice Bandama, à plat ventriste, rampant, lapant les vomissures de son maître néocolon se tait. Quand Mélenchon, au contraire, se penche vers la souffrance du peuple ivoirien et reconnaît le bourreau soutenu par la France, Bandama, le caniche de la France-Afrique à Paris, sort et s'attaque à Mélenchon. C'est trop facile. Nous, on ne va pas laisser passer ça. On ne va pas laisser passer ça. Les caniches de la France-Afrique ne vont pas mordre Mélenchon à Paris quand Mélenchon s'efforce de dire au moins 80% de vérité. Non! Nous ne laisserons pas ça passer. On continue. Quant qualité ni compétence à juger les institutions ivoiriennes qui ont organisé et validé les différentes élections en Côte d'Ivoire. Mais Bandama, c'est un misérable menteur. Justement, le Conseil constitutionnel ivoirien, à l'époque Cour suprême, avait dit que Ouattara a perdu, Babou a gagné. Vous avez respecté ça? Il reproche à Mélenchon de ne pas respecter les institutions ivoiriennes. Ouattara, lui, les a respectées. Quand Paul Yaoundé, alors président de la Cour suprême ou Conseil constitutionnel ivoirien, dans sa première décision en 2010, a dit à Ouattara, tu as perdu. Ouattara a respecté. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Vous ne respectez pas votre propre constitution, pour laquelle vous nous avez fait battre campagne, avec des flyers expliquant que personne ne peut faire plus de 2 mandats, avec tous vos juristes, Ibrahim Sissé Bakongo expliquant que c'est impossible d'imaginer qu'Alassane Ouattara fasse un 3e mandat. Vous finissez tout ça, vous changez, vous tournez Kazakh, vous venez maintenant dire que vous êtes candidat. Et puis maintenant, vous dites que Mélenchon n'a rien à dire. Mais Macron, lui, il a quelque chose à dire. Macron est-il supérieur à Mélenchon? Macron est-il supérieur à Mélenchon? En culture politique, non. En résilience politique, non. Mélenchon est supérieur à Macron. En expérience politique, non. Mélenchon est supérieur à Macron. Quelle que soit l'échelle d'évaluation politique entre Macron et Mélenchon, Mélenchon est le maître de Macron. Macron est un président fabriqué par le deep state américain, fabriqué par les Rothschild pour diriger la France, comme la plupart des dirigeants de l'Union européenne qui sont des caniches de l'impérialisme américain. Ça, c'est la vérité. Vous êtes au festival des vérités crues. Hein? C'est ce qu'ils sont. Les dirigeants européens ne dirigent pas pour les peuples européens. Ils dirigent pour le lobby sioniste qui tient les États-Unis en otage. Et qui tient Donald Trump en otage et qui a obligé Donald Trump à aller en guerre contre l'Iran. Le lobby qui a exterminé plus de 60 000 Palestiniens. Le lobby qui se moque de la Cour pénale internationale, où on ne veut juger que les Africains et les Russes. C'est ce lobby-là qui est le patron de Macron. Macron ne gouverne pas la France. C'est un administrateur du deep state américain. Un exécutant. C'est ce qu'il est. Et c'est ce qui explique tout son comportement. Mélenchon dit, je viens au pouvoir, la France sort de l'OTAN. C'est une autre politique. Il a ses penchants néocolonialistes, Mélenchon. Je les ai déjà dénoncés et critiqués, même dans ses propos sur la Côte d'Ivoire. Quand il veut présenter la relation comme étant idyllique, il se moque des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques perpétrés par la France. Il pense que tout ça là, on va laisser. Non. On va mettre ça sur la table, on va juger, on va condamner, on va évaluer. La France va payer. Si elle ne paye pas, on la fera payer. Partout, ça va être comme ça. L'Allemagne a payé à la France, jusqu'en 2010, les dégâts qu'elle a commis lors des 2 guerres mondiales. Il faut que la France paye à l'Afrique les dégâts qu'elle a commis. L'Allemagne paye. Tous les pays coloniaux négriers, ils vont payer à l'Afrique les dégâts qu'ils ont commis depuis 600 ans. Wallahi billahi talahi. On est sur eux. Ça ne va pas être cadeau. Les relations bilatérales vont être déterminées par le degré de réparation reconnu et accordé. Oui. Donc, faut-il rappeler à M. Mélenchon que depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire n'est plus une colonie française, mon œil. Voilà les gens, ils disent qu'ils sont indépendants depuis le 7 août 1960, ils sont militairement occupés jusqu'à aujourd'hui par la France. Leur armée est surveillée par l'armée française, les conseillers français surveillent tout ce qu'ils font. On est indépendants. Quelle indépendance?
Indépendance, mon œil. Alpha Blondy a chanté ça quand il était lucide. Vous savez, Alpha Blondy, il est comme Tikendia, ils ont des moments de lucidité. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus. Alpha Blondy est là. N'est-ce pas? Il chouchoute Ouattara actuellement, mais il a toujours chouchouté celui qui est président. Lui, il est très fort dans l'art de sécher ses habits, là où se trouve le soleil. Mais il a quand même dit cette vérité, et sa chanson est vraie. Quelle indépendance? Bandama nous parle du 7 août 1960. Il devrait avoir pitié. La Côte d'Ivoire est une colonie économique de la France. Qui fait des bénéfices en Côte d'Ivoire plus que la France? C'est une colonie économique française. Regardez le nombre de supermarchés français qui quadrillent le marché ivoirien. La France est en situation de monopole dans tellement de secteurs en Côte d'Ivoire. 80 à 85% du chiffre d'affaires de la Côte d'Ivoire est entre la main des capitaux français. La Côte d'Ivoire tourne pour remplir les caisses de la France. C'est le trou budgétaire de l'argent que la France volait au Sahel qui explique sa crise économique actuelle. Oui! Il parle de quoi? Les dirigeants ivoiriens actuels obéissent à Emmanuel Macron le doigt sous la couture. Ce sont des caniches macroniens. Oui! Mais qui a voulu amener Alassane Ouattara à faire la guerre contre le Niger? Qui a poussé Alassane Ouattara dans le dos? Comme le dit le président Babou, qui pistonnait Ouattara pour qu'il envoie un soi-disant bataillon pour combattre l'armée nigérienne? C'est Emmanuel Macron. C'est Macron qui a voulu absolument organiser une agression militaire de la CEDEAO contre le Niger. On était là, oui ou non? Et c'est Alassane Ouattara qui s'est porté avec ses petits jarrets aux avant-gardes en disant que le bataillon était prêt, que l'attaque aurait lieu, que Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, serait rétabli dans son trône France-africain. Ouattara. Il parle d'indépendance, alors que c'est Macron qui l'oblige à jouer ce numéro. J'avais rappelé à l'époque que si Alassane Ouattara avait envoyé des soldats ivoiriens là-bas, la plupart d'entre eux allaient connaître la deuxième circoncision. Et les Nigériens, c'est des coupeurs de pindé. On les connaît déjà en Côte d'Ivoire pour ça. On les appelle là-bas à ticket. Quand ils passent dans un quartier, les enfants fuient dans toutes les directions. Alassane Ouattara et son fameux bataillon, c'était combien d'hommes là? 1100 hommes qui étaient prêts à venir combattre les forces armées nigériennes. Mais monsieur là, il dort dans quoi même? Pourquoi il n'a jamais envoyé ces hommes? Il les envoie par petits groupes terroristes là. L'armée nigérienne taille le croupion. S'il avait envoyé 1100 hommes, aucun ne serait rentré. Aucun ne serait rentré. L'armée française était là, à Niamey. Moi, j'ai été sur la base 101 à Niamey. J'ai vu la position qui était occupée par l'armée française. Elle-même ne pouvait pas vaincre l'armée nigérienne. L'armée française était encerclée. Un jour même, l'armée nigérienne leur a coupé le petit déjeuner. Ils avaient acheté des croissants en ville. L'armée nigérienne a dit, ce matin, il n'y a pas petit déjeuner. Et ils n'ont pas petit déjeuner. Hein. L'armée nigérienne a confisqué les croissants. Tout, pain au chocolat, tout ça. Ils étaient dans la base là-bas. C'est là où ils ont commencé à manger les rations de leurs chiens et de leurs chats. Oui! Et ils ont dit à Macron, pardon, baissez le ton pour qu'on rentre. Militairement, ils ne pouvaient pas vaincre. Hein. Si Emmanuel Macron avait ordonné une action militaire contre le Niger, quand c'est près de 1200 soldats étaient sur la base, aucun ne serait revenu vivant. J'ai regardé le dispositif de l'armée nigérienne, j'ai vu la position qui était tenue par l'armée française. Non, ils ne s'en seraient pas sortis. Hein. L'armée nigérienne les tenait. Hein. Et c'est pour ça que Macron n'a pas osé l'opération militaire. Parce que ça aurait été un bien fou pour l'armée française. Donc, Alassane Dramane Ouattara dit que la Côte d'Ivoire est indépendante. Il est incapable d'organiser un défilé avec son propre matériel militaire. Il va au 43e Bima, il ramasse les véhicules militaires français,
hein, on met provisoirement les 3 couleurs de la Côte d'Ivoire, on fait le défilé, dès que c'est fini, il rend ça à la France. Voilà un type qui est souverain. Voilà un type qui est souverain, il est incapable de se soigner dans les hôpitaux de son pays. Seigneur. Alassane Dramane Ouattara, dès qu'il a mal à la dent, Dominique, il demande qu'on affrète l'hélicoptère, il demande qu'on affrète l'avion. Je dois aller voir le docteur Bigot à Paris. J'ai mal à la dent, ma 3e dent. Sa femme lui dit, Chou, on peut quand même voir un dentiste ici. Mais Dominique, tu veux ma mort? Tu sais pas que les médecins ivoiriens me guettent? Ah non. Mais Chou, il y a quand même quelques bons médecins ici, et même beaucoup de bons. Hein. On m'a dit qu'à la... Non, Dominique, jamais. Préparez l'avion. mal de tête, Ouattara dans l'avion. Mal de sciatique, Ouattara dans l'avion. Remplacement de stent. Des choses que les médecins ivoiriens savent faire. Monsieur n'a pas confiance parce qu'il n'a pas construit. Il n'a pas bâti une relation de confiance entre l'élite politique et l'élite médicale du pays. 1, 2, 3, avion. Évacuation. Si vous pouviez faire le budget des évacuations sanitaires sous le régime de Ouattara, vous allez pleurer pendant 1 mois. Il dit qu'il est souverain, il ne peut pas se soigner chez lui. Ici, chez nous, là, au Mali, à Bamako, le président se soigne au Mali. Les ministres se soignent au Mali. On tombe malade ici, là, on se soigne ici. On ne va pas aller à Paris. Oui! Et il dit qu'il est souverain. Quelle Côte d'Ivoire souveraine? Ouattara, le grand défenseur de la monnaie coloniale. Est-ce qu'un pays peut dire « je suis pleinement souverain » alors qu'il ne contrôle même pas sa monnaie? Alors quelqu'un qui a fait des études d'économie et qui a écrit une thèse de doctorat qui se lit en 1 heure. « The Impact of International Trade on African Economies ». Je n'ai jamais lu un écrit aussi léger et creux. On lui a donné un doctorat à l'université de Pennsylvanie avec... Mais heureusement, il n'a pas continué dans la recherche scientifique parce qu'il n'avait pas le niveau. Alassane Ouattara, inconnu. Docteur muet. Hein? En latin, on l'appelle un mutus doctus. Docteur muet. Il n'a rien produit dans la recherche scientifique en économie. Rien. Rien. Pourquoi? Mais parce que les Français ont pensé à sa place. Il est juste, en réalité, un exécutant de la Banque de France. Il doit toute sa carrière, son allégeance à la France. La France qui a promu sa carrière au FMI, à la Banque mondiale. La France qui l'a positionné à la tête de sa succursale, la BCAO. La France qui l'a positionné aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. La France qui l'a fabriqué. Le monsieur, d'un point de vue scientifique, n'a rien apporté à l'Afrique. Rien. Moi, je parle. Vous voulez savoir ce que j'ai apporté à l'Afrique? Vous tapez « Publication scientifique du professeur Franklin Nyamsi » et vous allez trouver. Même jusqu'en cette année-là, je publie de la science. Je publie de la science. Ouattara, non. Ouattara ne publie pas de la science. Hein? Je publie de la science, moi. Non, mais écoutez, vraiment, c'est pas possible. Ce type-là, comment... Voilà le dernier ouvrage scientifique, là, le recueil de mes articles scientifiques, 2005-2026. Ouattara, il n'a rien d'équivalent. Rien, il n'a rien produit. Rien. Docteur pour rien. Docteur pourri. Docteur Lolo, docteur Ouya. Nous, on est docteur, on produit. Vous cherchez, laissez mes écrits politiques. Si vous cherchez mes écrits scientifiques, vous allez les trouver. Ceux de Ouattara n'existent pas, parce que ce n'est pas un scientifique. C'est quelqu'un qui a abandonné son cerveau aux blancs français néocolonialistes, jusqu'aujourd'hui. Il pense tout pour lui. Lui, c'est un détaillant. Alassane Dramane Ouattara, c'est un adepte de la friperie intellectuelle. Tout ce qui est pensé en France, tout ce qui est pensé à Washington, monsieur se contente de répéter. Et il passe pour quelqu'un d'intelligent. Vous savez, le franc CFA, c'est une monnaie. Moi j'ai été gouverneur de la Banque de France. C'est notre monnaie. Il ment. Il répète la dictée de ses maîtres. Même ses maîtres, parfois, sont gênés. Les néocolonialistes français sont gênés de la manière dont Alassane Ouattara soutient le franc CFA. Souveraineté, aucune souveraineté intellectuelle, aucune souveraineté économique, aucune souveraineté militaire, aucune souveraineté idéologique, encore moins souveraineté spirituelle. Alassane Ouattara, spiritualité zéro. C'est un type ennuyeux. Quand vous le rencontrez,
Les seules conversations que vous pouvez avoir portent sur les affaires politiques et les pourcentages économiques. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est les taux d'intérêt. C'est un type ennuyeux. Il n'est pas cultivé. Il n'est pas cultivé. Alassane Ouattara n'est pas cultivé. Je ne l'ai jamais entendu développer une théorie économique, une théorie philosophique, une idéologie politique de manière technique. Non. C'est un détaillant conceptuel. Quand vous êtes avec le président Guillaume Kibafouri Soro, qui est un homme cultivé, un homme qui se cultive tout le temps, vous discutez de tout. Avec Guillaume Soro, on discute. Le président Laurent Gbagbo est un homme hyper cultivé. Latiniste de formation. La Côte d'Ivoire ne manque pas de gens de haute culture et des amoureux, des amis de la culture. Ouattara. Je dis, c'est un type ennuyeux. On ne peut pas s'élever conceptuellement dans son environnement. Parce qu'il est toujours en train de raconter des histoires où il a le plus beau rôle. Tu te souviens, Dominique? Bichou, tu te souviens quand j'étais à New York et que Donald Trump venait me demander des conseils? Oui, chou, je m'en souviens. Il ment et il est approuvé par son entourage. C'est tout le monde qui est venu lui demander des conseils. Vous savez, Macron, il ne serait pas là sans moi. Non, non, non. Manu, c'est un ami. On donne le micro à Macron. Je n'ai pas d'amis. Non, 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 c'est mon ami. Où est la souveraineté? Ce monsieur-là souverain? Jamais. Donc, Bandama dit quoi? La Côte d'Ivoire est souveraine, mais pourquoi Ouattara a appelé l'armée française pour l'installer au pouvoir? Pourquoi il a compté sur l'armée française? Pourquoi il se cachait derrière? Pourquoi lui, Ouattara, là, quand les hommes de Laurent Gbagbo voulaient l'attraper, il a fui à l'ambassade de France? Ça, c'est un type souverain, ça. Laurent Gbagbo était dans son palais. L'armée française venait sur lui. Gbagbo n'a pas fui. Mais Ouattara Draman, le jour où ça a chauffé, il a sauté une barrière. Même sa femme était étonnée. Elle a crié « Waouh !» Waouh! Oh chou, je ne savais pas que tu étais aussi agile. Waouh! Alassane Ouattara a bondi sur la barrière. Il est tombé avec fracas chez l'ambassade d'Allemagne. On entend encore le bruit de son corps. Oui, il est tombé là-bas. L'ambassade d'Allemagne dit « Vas-y, Denlos ». Ouattara dit « Je ne parle pas allemand. Amenez-moi à l'ambassade de France. Amenez-moi à l'ambassade de France. » Renaud Vignal est venu le chercher. On l'a foutu dans un char français. On l'a amené à l'ambassade de France. Ensuite, on l'a exfiltré au Gabon. Puis il a fui à Paris. Voilà l'homme dont l'ambassadeur nous parle de souveraineté. Voilà l'homme dont l'ambassadeur nous parle de souveraineté. Quel souverain? Quel souverain? Un fuyard incontrôlé comme ça. Un poltron notoire. Toujours caché derrière les chars français. Toujours caché derrière l'ambassade de France. Tout le temps caché derrière la France. C'est lui, souverain. Dès qu'il est malade, Paris. Il a mal à la tête, Paris. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il s'en va. Non, je dois voir Manu. Manu va me dire ce que je dois faire. Vous avez compté le nombre de voyages de cet homme en France? Est-ce que vous avez compté le nombre de voyages de Ouattara en France? Et vous osez dire la Côte d'Ivoire n'est plus une colonie française. Qu'est-ce que le président ivoirien fait tous les mois en France? Tous les 2 mois, il est en France. Ce n'est pas un comportement de néocolonisé, ça. C'est un comportement canichitique. Canichitique. De canis. C'est une fidélité de chien. Ce sont les chiens de garde de la France-Afrique, ces gens-là. Oui! Alors, et le fait de l'avoir été pendant près d'un siècle ne donne le droit à aucun Français de tenir à son endroit des propos outranciers et outrageants. Quand Macron tenait des propos outranciers et outrageants envers le peuple ivoirien et sa constitution, Bandama Maurice était où? Qu'est-ce que Mélenchon a dit d'outrancier et d'outrageant? Mélenchon a collé aux faits. Il n'a outragé personne. Depuis de longues années, la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations d'amitié et de coopération fructueuses, riches, marquées par la courtoisie, le respect mutuel, sous l'autorité de chefs d'État de haute stature, dont le président Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara aujourd'hui. N'importe quoi. Alassane Ouattara n'a pas la dimension du président Houphouët-Boigny. Il n'a pas sa dimension. D'abord parce qu'à l'intérieur de l'appareil d'État français, le président Houphouët-Boigny avait atteint un niveau qu'Alassane Ouattara n'atteindra jamais. Le président Houphouët-Boigny, lui, il a été député et il a été ministre français. Ouattara, non. Ce n'est pas son camarade. Et c'est le président Houphouët-Boigny qui a fabriqué Ouattara.
par l'entre-gens de Dominique Nouvian-Folorou, qui a tout fait pour devenir l'une des courtisanes du président Houphouët-Boigny. Et c'est elle qui a introduit, eh bien, ce virus dans le système politique ivoirien. C'est Houphouët-Boigny qui a fabriqué Ouattara. L'inverse n'est pas vrai. Donc, il ne peut même pas se comparer à Houphouët-Boigny. Même en dormant, il ne peut pas se comparer à Houphouët-Boigny. Bandama Maurice tente de réécrire l'histoire à l'envers. Les hommes de haute statue, ils citent Ouattara, ils citent Houphouët-Boigny. Parce que, entre-temps, entre Houphouët-Boigny et puis Ouattara, il n'y a eu personne d'autre en Côte d'Ivoire. C'est un manque de respect pour le président Gbagbo. C'est un manque de respect pour le général Robert Gueye qui a fait le coup d'État pour eux, les Ouattara. Quand ils citent les hommes de haute stature, ils citent le président Houphouët-Boigny et puis ils se citent. Alors que Ouattara Draman était inconnu dans la politique ivoirienne jusqu'en 1990. Jusqu'au moment où le président Houphouët-Boigny le nomme Premier ministre, les Ivoiriens ne le connaissaient pas. On savait que c'était un voltaïque, c'est tout. Il est devenu grand en Côte d'Ivoire comment? Il est devenu grand par Houphouët-Boigny et par la France. C'est tout. Il n'était rien en Côte d'Ivoire avant le décret d'Houphouët-Boigny. Donc, il ne faut jamais le comparer à celui, il faut jamais te comparer à celui qui t'a fabriqué. Jamais te comparer à celui qui t'a fabriqué. Même le diable n'aime pas ça. Même Satan n'aime pas ça. Parce que quand Satan te fabrique, il faut que tu l'adores. Dieu lui-même interdit l'ingratitude. Alors, maintenant, quand il vous parle des grands hommes d'État français, c'est qui? C'est De Gaulle. De Gaulle est un grand homme d'État français, mais ce n'est pas un grand homme d'État pour les Africains. Car si De Gaulle, en effet, est un héros pour les Français, puisqu'il a organisé leur libération du joug allemand, du joug nazi, fasciste, etc., avec d'ailleurs le soutien de la chair à canon noire africaine, De Gaulle est pour les Africains un bourreau. De Gaulle est un ennemi du peuple africain. Car c'est lui qui a organisé l'immense mascarade abusivement appelée décolonisation. Et cela, les Africains ne le lui pardonneront jamais. D'où le sens de l'un de mes ouvrages sur lequel je continue à travailler. De Gaulle, héros français, bourreau africain. Héros des Français, bourreau des Africains. C'est ce qu'il est. Donc, quand vous dites que De Gaulle est un grand homme, il faut dire pour la France. Pour l'Afrique, il est un petit criminel. Je recommence une deuxième fois. De Gaulle est un grand homme pour la France, mais pour l'Afrique, il n'est qu'un petit, misérable criminel. Parce que ce que lui et Focard nous ont fait, jamais on va l'oublier, jamais on va le lui pardonner. Tant que la terre sera terre. De Gaulle sera, dans notre hiérarchie de valeurs, un misérable petit criminel français. C'est ce qu'il sera. Et toutes les rues d'Afrique qui portent le nom de ce type seront débaptisées au fur et à mesure que la révolution progressiste populaire va avancer. Les boulevards qui ont son nom là en Côte d'Ivoire, là, tout ce qui a son nom en Afrique, ça va tomber. Tilana Yomi, écrivez cette chose-là. Tilana Yomi.